questeurs qui n'ont pas été concernés par la déchéance de leurs 3 collègues cités. Voilà, si je parle le même langage avec la technique, la loi sur la sous-traitance en RDC a déjà été promulguée. Nous voici à l'étape de sa vulgarisation par le service du ministère de Petites et Moyennes Entreprises. Ils sont déjà au Congo central avec Mireille Ndeke. Une mise au point qui vaut son pesant d'or. Dans un communiqué livré à la presse, la sino-congolaise des mines a pris connaissance avec stupéfaction et indignation à travers le média de la publication d'un rapport dénommé Congo Hold Up, affirmant sa participation dans une opération de corruption. Cette entreprise tient à démentir formellement ces accusations sans fondement et déplore le fait que depuis un certain temps, de personnes mal intentionnées sont à l'œuvre dans les seuls et uniques buts de saboter les bons déroulements de la coopération sino-congolaise. Cette entreprise minière est une jointe venture de droit congolais issue d'une coopération entre la RDC et un groupement d'entreprises chinoises et non une structure industrielle d'un contrat entre individus ou personnes physiques, et que les opérations des transactions qui s'effectuent dans le cadre de ces partenariats sont faites en bonne et due forme dans l'intérêt commun du partenariat et non en faveur des individus. Selon ces communiqués de presse, la SICOMINE SA respecte la législation de la RDC et s'oppose de ces faits à toute pratique illicite, entre autres la corruption, la fraude et toute forme d'anti-valeurs. Les partenariats sino-congolais étant ouverts et inclusifs, cette entreprise minière réitère son engagement à contribuer au développement de la République démocratique du Congo. Voilà, vous venez là de suivre l'exploitation minière dans le Lualaba qui s'est fait dans le respect des textes. La sino-congolaise de mine s'insurge contre son indexation. Dans le rapport Hold Up, elle ne dit être concernée ni de près ni de loin. Poursuivons ce journal au Congo central. Le ministère de Petites et Moyennes Entreprises est en train de sensibiliser sur la vulgarisation de la loi portant sur la sous-traitance avec Mireille Ndeke. Lancée le 11 novembre dernier à Kinshasa, la tournée de proclamation solennelle des résultats et présentation des lauréats du concours de plan d'affaires pour les jeunes entrepreneurs et porteurs de projets vient de boucler la boucle à Matadi dans le Congo central. 182 jeunes entrepreneurs viennent de bénéficier d'une subvention importante comme fonds de démarrage et de croissance de leur PME. La cérémonie qui nous réunit ce jour est l'aboutissement d'un processus de candidature qui ont cru au projet d'appui au développement des micro, petites et moyennes entreprises en vue de les former sur différentes thématiques indispensables pour les préparer au succès qui les attend demain dans le monde de l'entrepreneuriat. Le consortium d'Eloït en charge du jury a procédé à une sélection rude en partant des quelques critères d'éligibilité parmi lesquels l'âge variant de 18 à 35 ans, l'enregistrement d'une PME depuis plus ou moins 2 ans, œuvrant dans l'une des 4 provinces pilotes du projet et la présentation d'un plan d'affaires pertinent. Dans sa mission régalienne d'accompagner et de promouvoir les PME, le ministère de l'Entrepreneuriat, par le biais de son conseiller en charge de l'entrepreneuriat, Popol Biabia, s'est réjoui de la matérialisation de ce projet qui fait de l'entrepreneuriat congolais un créneau de développement pour l'émergence d'une classe moyenne en RDC. Les heureux du jour n'ont pas caché leur satisfaction et leur reconnaissance face au gouvernement de la République sous l'impulsion du chef de l'État pour cet accompagnement. Le ministre de l'Agriculture est en mission dans le Nord Kivu. Nous vous proposons les différentes activités déployées sur place pour booster son secteur et lutter contre la famine dans cette partie du territoire national. Martin Mangasa. Barça Nord Kivu, un projet du gouvernement porté par le ministère de l'Agriculture et qui se décline en plusieurs dimensions dans le but d'améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des ménages, pour la plupart modestes,
impliqués dans ces projets. À Goma, dans le Nord Kivu, il s'est agi de la réunion du comité de pilotage pour évaluer les activités du dit projet, fruit d'un accord de dons et des prêts entre le gouvernement congolais et les fonds africains de développement FAD pour une durée de 7 ans. Nous estimons que le travail est abattu. C'est une feuille de route que nous laissons à l'équipe qui corrige et qui dirige le projet en connivence avec la population, que nous aimerions que les choses changent. Leur quotidien de vie puisse changer à travers l'agriculture. Les activités réalisées en 2021, les niveaux de décaissement et l'exécution du budget 2021, tout a été passé au PENFA. Nous voulons plus. Nous voulons, au lieu d'avoir des résultats 62%, 65%, nous voulons atteindre en 2022 les résultats jusqu'à 80%, pourquoi pas 90%. Ces projets interviennent dans 5 territoires du Nord Kivu, notamment le Massissi, Nyiragongo, Rutshuru, Lubero et Beni. Le cadre de la concertation de la femme congolaise CAFCO a organisé une table ronde sur le leadership citoyen et lutte contre les violences faites à la femme. Avec l'appui technique et financier du PNUD, le travail de la table ronde a été lancé par la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya-Luseba. Nicole Cecep Papimbongo pour le reportage. Ces assises de 3 jours vont permettre aux participants de réfléchir sur la mise en place d'un agenda de lutte contre les violences faites aux femmes dans notre pays. Cet agenda concerne les ONG membres du cadre de concertation de la femme congolaise CAFCO et autres pour lutter contre l'impunité et promouvoir l'intégrité publique ainsi que développer un leadership citoyen contre les violences faites aux femmes, a indiqué sa représentante Félicité Kankou. La représentante résidente adjointe du PNUD a réaffirmé l'engagement de cette agence du système des Nations Unies de soutenir toutes les actions qui visent à valoriser les femmes et les jeunes filles tout en déplorant l'augmentation du nombre de femmes victimes de violences en cette période de la crise sanitaire mondiale. Pour la ministre du Genre, Famille et Enfants, Gisèle Ndaya, la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif. Je peux donc estimer qu'autant la lutte contre les violences basées sur le genre demeure un défi collectif, autant pour y parvenir, il faudrait une mobilisation également collective et tout azimut des hommes et des femmes. Cette table ronde intervient dans le cadre de 16 jours d'activisme de lutte contre les violences faites à la femme. Restons dans le même secteur, éradiquer les violences faites aux jeunes filles et sur toutes leurs formes. Tel est l'objet de la sensibilisation des élèves de Kinshasa par la ministre provinciale du genre, famille et enfants, Bernadette Panzou, en collaboration avec la MONUSCO. Après la tenue à Kinshasa de la conférence de haut niveau sur la masculinité positive, l'heure est à la campagne mondiale de 7 jours d'activisme contre les violences faites à la femme et aux jeunes filles. C'est dans cette optique qu'il faut placer la sensibilisation des élèves du lycée Toyokana dans la commune de Kassavubu par la ministre provinciale du genre, Bernadette Panzou. Quand un enfant dénonce, il y a toute une structure qui va prendre en charge l'enfant psychologiquement, juridiquement et puis même à l'hôpital. On va prendre soin de l'enfant et les autres qui vont entendre qu'on a arrêté telle ou telle personne qui a violé une fille, et je crois que cela va diminuer dans nos quartiers. Placé sous le thème national, je m'élève et je m'engage aujourd'hui contre les violences faites aux femmes et aux jeunes filles. Cette rencontre scolaire avec les responsables en charge du social, genre, famille, en collaboration avec la MONUSCO, vise l'éradication des violences faites aux femmes et à la jeune fille sur toutes leurs formes. À en croire les organisateurs, cette campagne aura pour mérite de faire de la RDC un havre de paix où il fait beau vivre pour toutes les femmes ainsi que toutes les jeunes filles. Après la pluie vient le beau temps. Cette théorie est bonne pour d'autres
provinces ou d'autres milieux, mais pas à Kinshasa. Le cas de la dernière pluie diluvienne qui a causé des inondations sur l'avenue Elengue Samsom dans la commune d'Ngiringue. Regardez. L'on se croirait sur un lac artificiel, mais c'est plutôt sur l'avenue Elengesa au niveau du quartier Kimbangu 3 dans la commune de Kalamou. Sur cet axe, il est difficile de passer de bout en bout à cause des inondations au niveau du pont traversant l'avenue Kuba. Même les parcelles environnantes se retrouvent sous eau. Pour traverser d'une rive à une autre, les motos, les véhicules comme la population sont épaulés par les jeunes volontaires tout en exigeant 500 francs congolais à chaque passage. D'autres jeunes, par contre, ont monté un pont de fortune à l'aide de planches. Le passage par là est aussi payant. Félix Antoine Tshisekedi asala biso mokila likolo po o tolembi na biso ngo mama o tolembi ngo Il y a peu, cette avenue Elengesa venait d'être réhabilitée par une entreprise de la place. Il ne restait que la réhabilitation du pont sur l'avenue Kuba, car ces derniers ne supportent plus la quantité d'eau déversée dans ces coins en cette période de pluie, d'où les cris du cœur de la population à l'endroit des autorités concernées. La province du Maniema est en tête et acquise un taux de prévalence du VIH très élevé. Pour lutter efficacement contre cette pandémie, le gouverneur de la province du Maniema, Idriss Mangala, a rendu opérationnel le laboratoire d'analyse du VIH-Sida afin de permettre à la population de se faire dépister régulièrement. Appui à la lutte contre le VIH-Sida, le gouverneur intérimaire du Maniema, Idriss Mangala, a remis un montant de $6 000 américains au chef de division provinciale de la santé publique afin d'approvisionner un intrant nécessaire au laboratoire de dépistage et analyse du VIH-Sida et autres pathologies de l'hôpital général de référence de Kindu. Geste posé de manière symbolique en ce jour du 1er décembre, jour dédié à la lutte contre les VIH-Sida par la communauté internationale. Cet acte du gouvernement provincial du Maniema est une réponse aux problèmes fondamentaux posés lors de la réunion semestrielle du comité provincial multisectoriel de lutte contre les VIH-Sida, CPMLS Maniema. Idriss Mangala a souligné que le VIH-Sida doit être éradiqué au Maniema d'ici 2030, et ce, conformément au thème de l'année qui vient appuyer la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en matière de la santé. Pour le professeur Dr Louis-Cyprien Ngandou, secrétaire exécutif provincial du programme national multisectoriel de lutte contre les VIH-Sida, la lutte doit être prise comme une urgence étant donné que la province du Maniema occupe la 2e place au pays avec 4,1% selon les rapports surveillance. Le chef de division provinciale de la santé publique, le docteur Estache Bibala, a déploré la diminution des PVV qui consomment régulièrement les antirétroviraux jusqu'à atteindre 12 000 personnes alors que la province en a plus que ça. Le seul grand centre de santé qui existe à Moukedi, nous sommes dans la cité de Moukedi, dans la province du Kwilu, est devenu vétuste, sans appui. Les châteaux d'eau construits depuis l'époque coloniale pour approvisionner ces centres en eau potable n'a jamais été utilisé et la population de ce village lance un cri d'alarme auprès des autorités compétentes pour des solutions idoines. Un commentaire de Toto Sungupaka. À
À l'époque de la triste rébellion mouléliste, les châteaux d'eau de la zone de santé Lozomunene, de la zone de santé rurale de Mukedi, dans la province de Kwilu, avaient été détournés de sa mission pour devenir un lieu de détention des prisonniers. La population de Lozomunene souhaite vivement que ces passés douloureux soient totalement oubliés. Un site aussi touristique par rapport à la rébellion mouléliste, d'où s'est situé le château d'eau où on internait les détenus qui mouraient par après dans ce fossé. Que les châteaux d'eau d'usage communautaire soient restaurés pour l'intérêt des habitants de cette entité. Nous avons ce puits qui date, ça fait longtemps, qui n'est pas construit à cause de la guerre mouléliste. À cette époque-là, les rebelles saisissaient des personnes pour les mettre ici comme un prisonnier. À partir de là, ils ont détruit. Il n'y a pas quelqu'un qui peut nous céder, nous donner des possibilités pour nous aider, soit de remédier cette pluie. C'est pourquoi ça chôme jusqu'à maintenant. Sur le plan médical, cette formation sanitaire doit être équipée pour faciliter le renforcement des capacités de membres médicaux. Sachez que cet hôpital est loin de réunir des conditions de fonctionnement normales pour une formation médicale digne de ce nom. Et Talibiso, entendez en français, ça nous concerne. C'est un nouveau projet d'engagement civique et plaidoyer, initiative du programme d'observation citoyenne au Centre Carter. Il vise à sensibiliser différentes couches sociales à s'approprier les réformes clés du processus électoral. José Baitombo nous en parle. Au lendemain de prochains scrutins électoraux prévus en 2023, il est primordial et impérieux pour l'opinion publique de s'approprier le processus électoral afin d'en appréhender tous les contours. Porté par le programme Observation citoyenne du Centre Carter, son géniteur, et Talibiso, ça nous concerne, le projet Engagement civique et plaidoyer lancé officiellement se veut participatif et inclusif. Il envisage contribuer significativement à l'augmentation de l'espace d'expression de citoyens dans l'amélioration du processus électoral en République démocratique du Congo à travers de réformes clés. En interagissant avec les législateurs et toutes parties prenantes, l'apport de la société civile sera constructif, contribuant à l'inclusivité du processus. Nous sommes d'avis que par leur travail, bien votre travail, tous les subventionnés pourront fournir une éducation civique permettant aux Congolais de mieux connaître leurs droits, obligations et devoirs en rapport avec le processus électoral. Et Talibiso, ça nous concerne, les projets engagement civique et plaidoyer est financé par la Grande-Bretagne à travers UKID pour une durée de 9 mois. Il y a un an que mourait Lola Kisanga, ancien sénateur et premier gouverneur de la province du Haut-Ouélé, qui a eu à poser plusieurs bases de développement de la province dans différents secteurs. À l'occasion de cette commémoration, son épouse a fait une descente dans la province du Haut-Ouélé pour commémorer avec la population l'anniversaire de son décès. Reportage. 1er décembre 2020 au 1er décembre 2021, une année jour pour jour depuis que l'ancien gouverneur du Haut-Ouélé a quitté cette terre des hommes. Lola Kisanga, qui avait compris l'essence de l'appel, avait répondu présent à la première heure d'adhésion à la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo sur la création de l'Union sacrée pour la nation. Visionnaire, cet élu était pragmatique et manager. Jean-Pierre Lola Kisanga était le premier gouverneur élu de la province du Haut-Ouélé. Il avait signé l'acte d'engagement pour un soutien politique et républicain au président de la République le 18 septembre 2020. À Isiro, une série d'activités est prévue jusqu'au 4 décembre prochain pour rendre hommage à ces vaillants fils du terroir qui a quitté très tôt le monde des hommes. Il est à noter la présence remarquable de sa veuve Nanou Sadiki Lola à la tête d'une forte délégation à Isiro pour ces moments de souvenirs et d'hommages mérité à la suite de son engagement politique et du développement de sa province.
Revenons à présent avec cette décision des États-Unis d'Amérique qui promet un appui à la RDC pour une véritable mise en place d'un État de droit. Son ambassadeur en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a rencontré la ministre de la Justice, Rose Mutombo Kiese, pour lui faire part de cette décision. Oscar Mbalkaïj nous en parle. Il est venu formuler son plaidoyer sur l'adoption de la loi portant traite des êtres humains. L'ambassadeur des États-Unis en poste à Kinshasa, Mike Hammer, a au cours de l'entretien avec la ministre d'État de la Justice, Rose Mutombo Kiese, annoncé la tenue d'un sommet sur la démocratie entre le président Joe Biden et plusieurs chefs d'État, y compris Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour Mike Hammer, les USA se mettent aux côtés de la RDC pour soutenir l'état des droits. Bien sûr, j'ai été reçu par la ministre de la Justice en cette occasion pour échanger à cause du sommet sur la démocratie que le président Biden va réaliser avec les chefs d'État de diverses nations, incluant le président Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, pour discuter comment faire avancer et renforcer la démocratie congolais. Et vraiment dans le secteur très important de soutenir les efforts de renforcer l'état des lois, l'état de droit, c'est vraiment important que les États-Unis écoutent quelles sont les priorités de la ministre et comment on peut travailler ensemble pour mettre fin à la corruption, pour mettre fin à l'impunité, pour faire avancer la justice en RDC. L'exploitation et la traite des personnes se caractérisent par la prostitution et autres formes d'exploitation sexuelle, les prélèvements des organes, des travaux forcés, l'esclavage et les pratiques analogues. Vous informer reste notre priorité, même s'il y a eu de petits couacs techniques. Nos techniciens sont sur place pour poursuivre avec l'information. Mesdames et messieurs, vous avez compris que c'est la fin de cette édition du journal. Merci à Chimène.